Bonjour à tous, mesdames et messieurs les sénateurs, les députés de la Douma d'État, citoyens de Russie. Dans cette adresse, je vous parle à une époque qui est importante, complexe et très déterminante pour notre pays. Et dans le monde entier, ce sera des événements historiques qui vont définir l'avenir de notre pays, de notre peuple. Et chacun de nous a une responsabilité colossale. Il y a un an, pour assurer la sécurité de notre pays et pour assurer la sécurité de nos concitoyens sur certains territoires de l'Ukraine et qui, après 2014, il y a eu cette occupation de ces régions et nous allons systématiquement accomplir tous les actes qui nous incombent. Depuis 2014, le Donbass a lutté pour son droit à vivre sur son territoire et parler sa propre langue et n'a jamais cédé devant le blocus, devant la haine du régime de Kiev, et ils espéraient et ils attendaient l'aide de la Russie et ils avaient foi en notre arrivée. Cependant, et vous le savez très bien, nous faisions tout ce qui était possible pour résoudre ce problème d'une manière pacifique. Et d'une manière patiente, nous avons mené des négociations pour sortir de ce conflit extrêmement dur. Mais derrière notre dos, il se tramait un scénario tout à fait différent. Les gouvernants européens d'Occident en fait, agissaient pour gagner du temps, pour donner la possibilité au régime de Kiev de se livrer à ses assassinats politiques, à ses humiliations et ses actions terroristes sur le Donbass. Dans les écoles militaires de l'Occident, on se préparait à fournir des armes. Et avant le commencement de cette opération militaire spéciale, il y avait des négociations entre Kiev et les pays occidentaux pour la fourniture de systèmes antiaériens, d'armes lourdes. Et toutes ces tentatives du régime ukrainien allaient aussi jusqu'à demander une aide par des armes nucléaires. Et les Occidentaux organisaient des laboratoires secrets d'armes biologiques et se préparaient le régime de Kiev à une grande guerre, la grande guerre qu'il préparait. Et maintenant, il l'avoue publiquement sans n'avoir la moindre honte. Et le format de Normandie, et tout cela, c'était un bluff, c'était un spectacle politique. Et pendant que le sang coulait dans le Donbass et la Russie, très sincèrement, cherchait une solution pacifique, il jouait sur la vie et la mort des hommes et il jouait avec des cartes faussées. Et cette méthode d'action fallacieuse, ils ont détruit la Yougoslavie, l'Irak, la Libye, la Syrie, et c'est une honte dont ils n'arriveront pas à se libérer. La notion d'honneur, de pureté, de droiture, cela ne concerne aucun de ces pays. En fait, ils ont l'habitude des dictateurs qui ont l'hégémonie et qui peuvent mépriser le monde entier. Et ils ont aussi le même mépris pour les peuples de leur propre pays. Ils ont aussi
tromper leur propre peuple en prétendant chercher des solutions pacifiques, y compris au Conseil de sécurité pour le Donbass. Et en fait, c'était un système de mensonges systématique et total. En fait, nous défendons les intérêts qui ne sont pas seulement les nôtres, mais aussi pour cesser cette distinction que l'on fait entre les pays prétendument civilisés dans le monde et les autres, leur permettant d'être d'autant plus agressifs. Nous étions prêts à un dialogue ouvert avec l'Occident. Nous disions que nous avons besoin d'un système de sécurité unique et indivisible, et nous cherchions à travailler ensemble avec eux. Et la réponse était soit confuse, soit tout à fait hypocrite. Ça, c'était dans les paroles, mais il y a eu des actions aussi. C'était l'élargissement de l'OTAN vers nos frontières. C'était de nouveaux dispositifs de défense antimissile. Ils cherchaient à établir un parapluie contre nous. Et c'était pour se rapprocher de la Russie. En fait, il n'y a aucun pays dans le monde qui ait autant de bases à l'extérieur de son territoire que les États-Unis d'Amérique. Ils ont des centaines de bases militaires dans le monde. Toute la planète en est constellée. Et on a vu la manière dont ils ont renoncé à des accords internationaux comme ces accords sur les armes de moyenne portée et ces systèmes qui assuraient la paix dans le monde. Pourquoi le faisaient-ils? Mais ils ne font rien sans avoir un objectif. Et en décembre 2021, nous avions envoyé à l'OTAN et aux États-Unis des projets d'accord sur la garantie de sécurité, en incluant des positions fondamentales pour nous. Et nous avons reçu une réponse directe. C'était un non catégorique. Cela signifiait qu'ils avaient donné déjà leur accord pour l'agression, et la menace continuait de grandir. Et en février 2022, tout était prêt pour lancer une nouvelle action punitive sur le Donbass. Et dès 2014, Kiev a lancé l'artillerie, des tanks et des avions contre le Donbass. Nous avons gardé le souvenir de cela, de ces frappes sur Donetsk, mais pas seulement sur Donetsk, mais aussi dans d'autres villes. En 2015, ils ont tenté une nouvelle attaque directe sur le Donbass, et ils ont continué le blocus et les frappes sur les populations civiles. Et cela à l'encontre de toutes les résolutions du Conseil de sécurité. Et cela a été fait d'une manière tout à fait catégorique. C'est eux qui ont lancé cette guerre. Et nous avons utilisé la force, et nous n'utilisons la force que pour arrêter cette guerre. Ceux qui avaient envisagé une nouvelle attaque sur Donetsk, sur le Donbass et sur Lugansk, ils comprenaient que la suite, c'était une attaque sur la Crimée et Sébastopol. Nous en étions conscients, et nous savons ces objectifs qui sont dits tout à fait ouvertement par Kiev. Nous le savons très bien. Nous défendons la vie des hommes, nous défendons la vie de nos hommes. Et l'Occident a dépensé déjà plus de 150 milliards de dollars pour le soutien à l'Ukraine et à Kiev. Et en 2021, il n'y a que 60 milliards de dollars qui ont été versés pour apporter un soutien aux pays les plus démunis. Donc, on comprend bien, 150 milliards contre 60. Et il s'agissait que ces pays qui recevaient cette aide, ils devaient
se soumettre entièrement aux volontés. Et ces flux d'argent pour la guerre ne s'arrêtent pas. Et on cherche à fomenter des troubles dans différents pays du monde. Lors d'une conférence récente à Munich, il y a eu des attaques contre la Russie. On avait l'impression que cette conférence n'avait été réunie que pour faire oublier tout ce que le prétendu Occident a lancé au cours des dernières années. Des régions entières ont été lancées dans le chaos. Les experts américains eux-mêmes disent qu'à la suite des guerres, et ce n'est pas nous qui avons inventé ces chiffres, c'est les Américains qui les fournissent. À la suite des guerres qui ont été lancées après 2001 par les Américains, plus de 900 000 hommes sont morts, plus de 38 millions de personnes ont été réduits à l'état de réfugiés. Et cela, il fallait l'effacer de la mémoire de l'humanité. Il fallait faire entendre qu'il ne s'est rien passé. Or, personne n'oublie cela, personne ne l'oubliera. Et donc, ces tragédies et ces... tout cela, on l'oublie parce qu'il y a des trillions de dollars qui sont en jeu pour mettre en place des systèmes prétendument démocratiques, mais qui sont en fait des systèmes autoritaires. Il faut créer cette image de l'ennemi et faire oublier les scandales de corruption qui sont constamment présents et qui découlent des problèmes internes, économiques et en fait, au début du XXe siècle, les projets des pays occidentaux ont ouvert la voie aux nazis. Et maintenant, c'est un projet aussi qui se reproduit. On voit ce projet qui revient, cette destruction de la Russie en lui arrachant l'Ukraine. C'est un rêve qui avait été celui de l'Autriche-Hongrie, de l'Empire allemand. Et en soutenant le putsch de 2014 qui a été anticonstitutionnel, qui était contre l'État, c'était comme si rien ne s'était produit. C'est la russophobie qui constitue la base idéologique de tout cela. Ce sont les brigades spéciales des forces ukrainiennes et on a honte d'apprendre que ces unités spéciales ukrainiennes se sont intitulées Edelweiss du nom de ces unités allemandes qui ont occupé. Et l'on voit les symboles SS qui sont repris par les Ukrainiens et ce sont sur les chars ukrainiens des insignes et des emblèmes néo-nazis. Et on voit bien de qui il se réclame. Et on peut s'étonner qu'en Occident, personne ne remarque cela. Pourquoi? Mais en fait, ils s'en foutent. Excusez-moi du terme. Ils s'en fichent parce que ce qui compte, c'est la lutte contre la Russie. Ce qui est important, c'est que le combat se fasse contre la Russie. Et donc, on peut utiliser tout ce qui vous tombe sous la main. C'est les terroristes, c'est n'importe qui vu qu'ils portent les armes contre la Russie. Le projet de l'anti-Russie fait partie de ce projet de revanche contre la Russie, création de foyers de conflit aux frontières de notre pays. Et ce sont les mêmes objectifs qui sont poursuivis depuis le XXe siècle. C'est orienter l'action contre la Russie, contre l'Est. Nous ne faisons
pas la guerre au peuple ukrainien. Nous savons que ce peuple a été l'otage du régime de Kiev et de ses patrons occidentaux qui ont en fait occupé politiquement, militairement et économiquement ce pays. Ils ont détruit l'industrie ukrainienne, ils ont pillé les ressources naturelles et ils ont assuré une dégradation sociale et une augmentation des inégalités. Et là, il n'est pas difficile d'avoir de la matière première pour lancer des actions militaires. Et ces gens ont été préparés à devenir de la chair à canon. C'est triste à dire, mais c'est un fait. La responsabilité de ce conflit ukrainien, de cette escalade, cette responsabilité, c'est celle des élites occidentales et du régime de Kiev, qui est étranger au peuple ukrainien. En fait, ce régime ne sert pas les intérêts de son peuple, mais des pays tiers, qui utilisent l'Ukraine comme un boutoir, comme un bélier contre la Russie. Je ne vais pas vous parler des intentions qu'ils ont de lancer de nouvelles offensives, mais il y a une chose qui doit être certaine pour tous. Plus les armes à longue portée occidentale seront livrées à l'Ukraine, plus loin il faut que nous repoussions cette menace de nos frontières. Les élites de l'Occident ne dissimulent pas leurs objectifs. Ils veulent obtenir une défaite stratégique de la Russie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie mettre un terme à la Russie une fois pour toutes. Que ce conflit local soit mis en phase avec cet affrontement mondial. C'est la manière dont nous comprenons les choses et nous allons réagir à cela de la manière qui convient, parce qu'il s'agit là de l'existence même de notre pays. Ils ne peuvent pas ne pas se rendre compte du fait qu'il est impossible de vaincre la Russie sur le terrain militaire. Voilà pourquoi ils multiplient les attaques dans le champ des médias, dans le champ de l'information. Ils s'attaquent aux jeunes. Et là, encore une fois, et constamment, ils pervertissent les faits historiques et continuent leurs attaques sur notre histoire, sur l'Église orthodoxe russe. Qu'est-ce qu'ils font avec leur propre peuple? La destruction de la famille, de l'identité culturelle et nationale. La pédophilie devient la norme dans leur vie. Et les prêtres sont contraints de donner leur bénédiction à des mariages homosexuels. Les adultes ont le droit de vivre comme ils l'entendent et nous avons bien sûr reconnaissance de ce fait. Personne ne cherche à s'immiscer dans la vie privée des êtres, mais il faut leur dire, mais regardez les Écritures saintes, regardez les principes de toutes les religions du monde, tout est dit, y compris le fait que la famille, c'est l'alliance entre un homme et une femme. Mais même ces textes sacrés sont l'objet de mise en doute. L'Église américaine, nous dit-on, a l'intention de créer l'image d'un Dieu au genre indéterminé. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Des millions de gens en Occident sont conscients du fait qu'on les mène vers une catastrophe spirituelle véritable. Et les élites sont en train de sombrer dans la démence. Ils ne se soignent pas. C'est leur affaire. Mais nous devons défendre nos enfants contre cette dégradation et donc contre cette dégénérescence. Il est évident que l'Occident va essayer d'ébranler notre société,
ils vont faire fond sur des traîtres qui ont ce mépris de leur propre patrie et qui seront prêts à se mettre au service de ceux qui sont prêts à les payer. Et ceux qui ont choisi la trahison et qui ont choisi de lutter contre la sécurité, l'intégrité de notre pays, nous ne ferons jamais comme le régime de Kiev et les élites occidentales qui font cette chasse aux sorcières. Nous n'allons pas chercher à anéantir ceux qui ont fait un pas de côté. C'est à eux de le faire avec leur propre conscience. C'est eux qui auront ce poids sur leur conscience. Mais il faut que le peuple de Russie, les citoyens, soient capables d'estimer à son juste prix ce comportement. Et notre peuple pluriethnique, multinational, reste uni et comprend nos objectifs et nos actions. Et ce soutien, nous le sentons dans un véritable patriotisme qui se fait jour. C'est un sentiment qui est historiquement inhérent au peuple russe et qui nous frappe par sa dignité. On voit cette volonté de faire de son propre destin un destin unique avec le destin de son peuple. Chers amis, je voudrais vous remercier tous, remercier tout le peuple russe de son courage et de sa résolution. Remercier nos héros de l'armée, de la marine, de la garde russe, des volontaires, de ceux qui participe au groupe Bars. Je dois présenter mes excuses aussi de ne pas pouvoir les nommer tous. Quand je préparais cette adresse, j'ai préparé une très très longue liste de toutes ces unités combattantes. Mais je le répète, il est impossible de les nommer tous et je craignais de porter atteinte à ceux que je ne nommerai pas. Je voudrais remercier les familles, les épouses, les mères. Je leur présente mes hommages. Je présente mes hommages aussi aux médecins, aux assistants, aux infirmiers, aux hommes, aux cheminots, aux ingénieurs civils qui reconstituent les infrastructures, à ceux qui travaillent dans l'industrie de l'armement et qui travaillent 24 heures sur 24, et à tous ceux aussi qui, dans l'agriculture, assurent la santé et la sécurité de notre pays. Je remercie les maîtres, les enseignants qui ont le souci des jeunes générations, ceux qui travaillent dans des conditions très dures à proximité du front, les acteurs de la culture et qui viennent travailler, présenter aussi des spectacles dans les hôpitaux, les journalistes, les correspondants de guerre qui racontent la vérité au monde entier, et aussi les prêtres et responsables des différentes religions qui sont présents aussi auprès des combattants, les entrepreneurs, tous ceux qui assurent leur devoir professionnel, civique et humain. Je voudrais en particulier m'adresser aux habitants de la région de Donetsk, de Lugansk et de Kherson. Vous avez vous-même, par référendum, vous vous êtes prononcé sur votre avenir dans des conditions où vous étiez à proximité des combats. Or, rien n'est plus fort que votre résolution d'être avec votre pays
la Russie. Nous avons commencé et nous allons continuer. Je veux souligner que cette réaction de la salle adressée aux habitants de Donetsk, Lugansk, de Zaporojie et de Kherson est un hommage, je m'y joins, et nous allons amplifier notre campagne de développement de ces nouveaux sujets de la Fédération. Il faut régénérer les entreprises et les emplois. Les ports de la mer d'Azov, qui sont de nouveau des ports de mer intérieure de Russie, il faudra construire de nouvelles routes, comme en Crimée, qui a maintenant une liaison fiable par voie de terre avec toutes les régions de la Russie. Nous allons continuer la réalisation de ces plans. Ces régions assurent leur soutien à Donetsk, Lugansk, à Kherson et Zaporojie. Nous sommes maintenant de nouveau ensemble et donc nous sommes devenus encore plus forts et nous ferons tout pour que cette terre qui est la nôtre redevienne une terre de paix, pour que la sécurité des hommes soit assurée. Et pour cela, pour nos ancêtres et pour les générations à venir, pour la restauration de la justice historique, pour cela, nos héros et nos soldats sont en train de combattre. Je voudrais vous demander de rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie à la population civile qui est morte sous les frappes. Je vous remercie. Nous comprenons, nous savons à quel point il est dur pour les épouses, les enfants de ceux qui sont morts pour leur patrie, de même que ces gens de la jeune garde de Krasnodon qui, pendant la Grande Guerre patriotique, ont lutté pour le Donbass contre les nazis. Et ils ont manifesté leur esprit de sacrifice et cette haute spiritualité. Et il faut aider ceux qui ont perdu leurs proches à élever une nouvelle génération. Les familles de chacun des participants à l'opération militaire spéciale doivent être entourées de soins et de sollicitude et d'honneur. Il faut créer un fonds national, un fonds d'État qui sera destiné à apporter une aide personnelle à chacun des membres des familles des victimes de ce conflit de l'opération militaire spéciale. Ce sera une aide médicale, psychologique, l'organisation de vacances, le développement d'activités sportives, d'activités d'entreprise, de formation professionnelle. Et ce fonds va devoir aussi assurer une aide à domicile, en particulier des systèmes pour la fourniture de prothèses et de facilitation de la vie. Il faut que les dirigeants des régions prennent sur eux tout ce travail d'organisation. Ce fonds d'État va devoir fonctionner d'une manière la plus simple possible, avec un guichet unique et pour chacune des familles
combattant tué et d'un ancien combattant, il faut que chaque famille, que chaque personne soit suivie de manière personnelle. Et il faut que, en temps réel, leurs problèmes soient résolus. Dès cette année, les structures de ce fonds d'État vont être déployées dans toutes les régions de la Fédération de Russie. Il y a déjà une aide pour les anciens combattants de la Grande Guerre et ce fonds va pouvoir également prendre à sa charge ces actions. Et je vais demander aux membres du gouvernement de s'occuper de cela. La création de ce fonds ne diminue en rien les responsabilités des autres entités et autorités. Les régions, les municipalités vont devoir s'intéresser aux anciens combattants, aux militaires. Il faut que les maires des villes et les chefs de région puissent se rendre aussi sur la ligne de front pour apporter leur soutien moral à leurs compatriotes. Maintenant, ce sont les gens du contingent, les mobiliser, les appeler, et les questions d'avitaillement, d'assurance de leurs besoins. Je comprends, d'après les nombreux appels qui me parviennent, que ces demandes ne sont pas satisfaites et tout le monde le comprend. L'opération militaire spéciale entraîne des charges extrêmement lourdes pour chacun. Il faut que mobiliser tous les militaires, tous les participants à l'opération militaire spéciale, de même les volontaires, puissent avoir une période de repos de 14 jours minimum, pas tous les 6 mois, de façon à ce que chaque militaire puisse revenir dans ses foyers pendant quelques jours. Chers collègues, nous avons un plan de reconstitution et d'évolution des forces armées 2021-2025. C'est un plan qui est actuellement en cours de révision, et pour renforcer l'armée et la marine, pour développer les forces armées, il faut se baser sur l'expérience militaire réelle acquise au cours de l'opération militaire spéciale. C'est une expérience qui est extrêmement importante. Pour ce qui est de l'équipement de nos forces nucléaires, nous avons un état de préparation de 91% et il faut que nous arrivions à un niveau de préparation aussi important dans toutes les composantes de nos forces militaires. Les officiers et sous-officiers qui ont montré leur capacité à commander, ils sont très, très nombreux. Ils seront en priorité promus et envoyés pour subir une formation complémentaire. Ils seront aussi nécessaires dans le domaine civil, dans tous les organes de décision. C'est très important. Il faut que ces hommes puissent comprendre que leur pays est capable d'estimer leur expérience à sa juste valeur. Il faut améliorer la qualité de nos forces armées. Et nous avons des moyens techniques de très bonne qualité. Ils sont
bien supérieur pour certains à leurs équivalents étrangers. Il faut développer la production en masse de ces moyens, de ces armes. Et cela, il faut que nous le fassions sur la base de nos connaissances, de nos moyens scientifiques et techniques. Et il y aura un développement de commandes militaires. Les bureaux d'études de nos industries d'armement font appel à des jeunes talentueux qui sont fidèles aux traditions de nos ingénieurs des armes russes, faire tout pour la victoire. Nous allons renforcer les garanties pour les collectifs de travailleurs. Ce seront les salaires et les conditions. Il faut qu'ils aient la possibilité, pour les industries de l'armement, de trouver des logements à des prix qui vont être subventionnés par le gouvernement pour une partie importante. Nous avons discuté de cela avec le gouvernement. Il faut que tout ce programme soit développé dans ses moindres détails de façon à ce que ces logements subventionnés soient développés dans nos villes de centres de l'industrie, de l'armement et d'instituts de développement des armes. Ce n'est pas une action militaire d'information qui est lancée contre nous par l'Occident. Et c'est sur le front économique qu'ils ont cherché à nous attaquer, mais ils n'ont rien réussi à obtenir. Je dirais même plus, les initiateurs de ces sanctions se punissent eux-mêmes. Cela entraîne l'inflation dans ces pays, la fermeture d'entreprises, une crise énergétique, et à leur peuple, ils disent « c'est la faute des Russes ». Quels moyens ont été utilisés dans cette agression? On a essayé de couper les liens avec les entreprises russes, couper les liens d'information, leur empêcher nos entreprises de leurs clients. Et aussi, il y a eu ce qu'il faut appeler un vol de nos réserves en devises. Mais tout cela, ce ne sont que des moyens, alors que leur objectif, et c'est les chefs d'État occidentaux qui le disent, il s'agit de faire souffrir nos citoyens, faire souffrir nos citoyens. Voilà ces humanistes. Ils veulent obliger notre peuple à souffrir et déstabiliser notre société de l'intérieur. Mais leur calcul s'est trouvé erroné. En fait, la résilience de notre économie est beaucoup plus forte qu'ils ne le supposaient grâce au travail du gouvernement, du Parlement, de la Banque de Russie et de la communauté des entreprises et des travailleurs. Nous avons assuré la stabilité de notre économie. Nous avons défendu les emplois. Nous n'avons pas à laisser s'installer la disette dans les produits de première nécessité. En mars de l'année dernière, un ensemble de mesures ont été lancées pour soutenir l'économie et les entreprises. C'est 1 trillion de roubles qui a été mis en jeu. J'attire votre attention que ce ne sont pas des politiques de planche à billets. Cela se fait sur une base solide de l'économie de marché. Et en 2022, nous avons eu une baisse du PIB. Je voudrais que vous en parliez. C'est une information qui a été diffusée hier. Et tout cela correspond au projet. On nous avait dit que
économie s'effondrerait de 25%. Or, en 2022, nous avons une baisse de notre PIB de 2,1%. En tout et pour tout, en février-mars de l'année dernière, on nous disait que notre économie allait s'effondrer. Or, les entreprises russes ont modifié leur logistique, se sont orientées vers des partenaires sûrs et fiables. Et dans le monde, ils sont la majorité. Par rapport au décembre 2021, nous avons des réserves qui ont augmenté. Avec des devises de nos pays amis, plus d'une moitié de nos réserves en devises qui s'est... nous allons créer un système des règlements internationaux qui vont être indépendants du dollar et des autres devises de réserve, qui vont de plus en plus avoir tendance à perdre leur caractère universel. Et c'est leur propre faute, ce n'est pas nous qui réduisons nos règlements en dollars. Ce sont eux-mêmes qui le font. Vous savez qu'il y a cette expression des canons contre le beurre. Bien sûr, la défense d'un pays, c'est ce qui est la priorité première. Nous ne devons pas répéter les erreurs du passé. Nous ne devons pas détruire notre propre économie. Nous avons tout pour assurer la défense et pour créer les conditions d'un développement sûr de notre pays. Et c'est dans cette logique que nous agissons et que nous allons continuer d'agir. Et un grand nombre de nos branches les plus essentielles, non seulement n'ont pas été réduites, mais ont augmenté. Par exemple, la création de nouveaux logements, plus de 100 millions de mètres carrés. Et nous avons une croissance à 2 chiffres de notre production agricole. Je rends hommage à nos travailleurs. C'est une récolte record, 150 millions de tonnes de céréales, dont plus de 100 millions de tonnes de blé. Donc en juin 2023, nous pourrons porter notre exportation à 55, voire 60 millions de tonnes. Il y a 10 ou 15 ans, c'était impensable. C'était un objectif qui semblait tout à fait irréalisable. Certains d'entre vous s'en souviennent. Dans un passé tout récent encore, je vois le vice-premier ministre qui était ancien ministre de l'Agriculture. Voilà, nous allons exporter 55 à 60 millions de tonnes. Et nous avons la possibilité de faire des percées similaires dans d'autres domaines. Nous n'avons pas perdu d'emploi. Nous avons une baisse du chômage. Dans des conditions qui sont très complexes, le marché de l'emploi est en meilleure posture que précédemment. Vous vous en souvenez? Avant la pandémie, nous avions 4,7% de chômage. Et là, nous avons 3,7% seulement. C'est bien 3,7%, n'est-ce pas? C'est un minimum historique. Je le dirais, l'économie de la Russie a surmonté les risques qui étaient survenus. Bien sûr, ces risques ne pouvaient pas être calculés à l'avance. Il a fallu réagir sur le coup. Les décisions ont été prises d'une manière extrêmement spontanée et rapide. Et l'initiative privée a joué un rôle très important. Les petites et moyennes entreprises. Nous avons évité le glissement vers une économie plus étatisée.
Et nous avons constaté une croissance de l'économie dès le troisième trimestre. Nous avons un nouveau cycle de croissance. Et la structure, ce modèle de croissance est nouveau. Ce sont les marchés mondiaux qui sont moteurs. De même, le marché intérieur et aussi la production de produits à haute valeur ajoutée. Cela permet de développer le potentiel de leur acide dans tous les domaines. On voit une forte croissance de la demande intérieure. Je pense que nos entreprises utiliseront cette possibilité pour développer la production la plus demandée et développer justement cette production dans des niches qui ont été libérées par les entreprises occidentales au début de l'année. Et là, on commence à voir se dessiner l'ensemble du tableau. On voit les problèmes structurels de logistique, de technologie, de finances et de personnel, de ressources humaines. Nous savions qu'il y a des besoins de transformation fondamentale dans notre économie. C'est une nécessité vitale maintenant et cela change la situation. Et c'est une évolution positive, nous le voyons. Nous savons ce qu'il faut faire pour assurer un développement sûr, pour assurer un développement indépendant de toute menace ou influence extérieure, avec une garantie de la défense des intérêts de notre État. En fait, notre travail a pour objectif non seulement de s'adapter aux situations actuelles, mais il faut amener notre économie à un nouveau régime de fonctionnement. Tout change très rapidement. Ça n'est pas un temps de défi, mais ce sont de nouvelles possibilités qui s'ouvrent devant nous. Et c'est vraiment le cas aujourd'hui. Et c'est à nous d'en tirer le meilleur profit. Et de cela dépend notre vie à venir. Il faut éliminer les formalités, les non-dits et tout ce qui entrave la bonne collaboration entre toutes les entités, toutes les infrastructures. Il faut bien lancer les entreprises, en particulier les entreprises de petites et des entreprises familiales, des kilomètres de nouvelles routes. Ce sont des victoires, de nouvelles écoles et jardins d'enfants construits. Ce sont des victoires qui sont des éléments à mettre au pot commun de la victoire commune. Le partenariat entre l'État et les régions pour le développement de l'économie locale. Nous allons créer de nouveaux corridors logistiques. Une décision a été déjà prise pour prolonger l'autoroute Moscou-Kazan jusqu'à Kazan, Tcheliabinsk, jusqu'à Irkoutsk et Vladivostok, avec des branches qui iront vers Vladivostok et la Chine. Cela permettra de développer nos marchés avec l'Asie du Sud-Est. Nous allons développer les ports de la mer Noire et de la mer d'Azov. Et ceux qui s'en occupent actuellement, nous pensons aussi au corridor international nord-sud, le canal Volga-mer Caspienne va être approfondi, ce qui permettra d'assurer un développement de nos relations avec l'Iran, le Pakistan, et nous allons développer ce couloir. Une modernisation accélérée les voies ferrées, le transsibérien et la ligne ferroviaire Baïkal-Amour. Et cela nous permettra de développer nos objectifs de croissance de la Sibérie et de l'Extrême-Orient. La croissance de nos infrastructures, la télécommunication et en 2024, dans les grandes agglomérations et plus de la moitié des routes vont être remises en état.
Nous allons développer le programme d'acheminement du gaz gratuit. La gazification sera développée, et cela d'une manière constante. Les citoyens vont pouvoir toujours faire des demandes de raccordement au gaz. À partir de cette année, nous lançons un grand programme de restauration des programmes du logement. Il y aura 4,5 trillions de roubles qui seront consacrés dans les années qui viennent. Vous savez à quel point cela est important, parce que c'est un domaine qui a été laissé à l'abandon. Il faut que ce programme puisse être lancé très rapidement. Il faut qu'il soit financé de manière stable. Il faut développer également les possibilités technologiques de l'économie russe. Et il faut développer aussi les hypothèques industrielles. Et il faut que l'on puisse développer ces crédits aux entreprises non seulement existantes, mais pour la création de nouvelles entreprises. Et ce sera une somme qui pourra atteindre jusqu'à 500 millions de roubles. Ça sera 3 à 5% sur un temps de remboursement de 7 ans. C'est un programme qui sera intéressant et il faudra le mettre en jeu. À partir de cette année, il y aura ces nouveaux clusters industriels où les entreprises résidentes vont avoir une facilitation administrative et ils auront la possibilité de bénéficier de commandes d'État à long terme et des subventions. En 2030, nous aurons donc pour plus de 10 trillions de roubles la réalisation de projets qui sont particulièrement demandés. Et dans ces premières années, ce sera 2 trillions. Ce ne sont pas des pronostics, mais ce sont des projets qui sont déjà clairement en instance. Des mesures de soutien, y compris fiscales, doivent être entreprises. Bien sûr, je sais que le ministère des Finances n'est pas en faveur de mesures d'assistance fiscale, mais cela, ils sont conscients que c'est particulièrement nécessaire. À partir de 2023 aussi, les entreprises russes pourront réduire leurs impôts sur les bénéfices s'ils promeuvent des projets d'intelligence artificielle et pour chaque rouble investi dans l'achat de ce type de production, de nouvelles productions à haute technologie et d'intelligence, eh bien, pour l'achat de matériel à haute technologie de Russie, eh bien, pour chaque rouble dépensé, il y aura 1,5 rouble apporté par l'État. Troisième point. Une question très importante. Oui, c'est une bonne décision qui permettra d'activiser l'économie pour assurer la croissance. C'est les nouvelles sources d'investissement grâce à une balance des paiements excédentaires. Nous n'avons pas besoin de demander et de quémander une aide par des investissements étrangers. Nos banques nationales fonctionnent de manière fiable et solide. En 2022, le volume les encours de crédit ont augmenté. On avait des craintes à ce sujet, mais cette croissance a été notée de 14%. C'est plus qu'en 2021.
en l'absence d'opérations militaires. Cette croissance avait été de 11,7% en 2021. Voilà pour ce discours sur l'état de l'Union qui va se poursuivre. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. À tout de suite.